Conakry, 19 juillet, Guinée Info, les titres à la une ce soir, l'arrivée du chef de l'État en Guinée équatoriale, professeur Alpha Condé, a été reçu par son homologue Obiang Nguema, point complet dès le début de ce journal. Le ministère de l'enseignement technique reçoit une assistance de l'Agence française de développement. 3 milliards de francs guinéens seront investis dans le secteur, les détails dans un instant. Et puis en image, opération de protection des trous d'évacuation des eaux usées de la capitale avec la société Poubelle de Conakry en cette période des grandes pluies. Alia Kamara nous en dira plus dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Nous commençons par cette arrivée du chef de l'État à Malabo. Après Abuja, le président de la République a rencontré son homologue Obiang Nguema. Les deux hommes d'État ont parlé de coopération. Le point complet avec notre envoyé spécial en Guinée équatoriale, Sanassi Keita. Dès sa descente à l'aéroport international de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, le président de la République a été accueilli par son homologue Teodoro Obiang Nguema Basogo. Tous les honneurs ont été rendus au professeur Alpha Condé. Ici, sur le tarmac de cet aéroport, les hymnes nationaux des deux pays ont été entonnés pour souhaiter surtout la bienvenue à l'hôte des marques du président Obiang Nguema, comme pour dire tout simplement que la Guinée et la Guinée équatoriale sont deux pays qui partagent de longues années de relations d'amitié et de coopération mutuelle. Gouvernement, les représentants d'institutions républicaines et internationales ainsi que les officiers militaires sont venus nombreux pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Au salon d'honneur de cet aéroport, professeur Alpha Condé et Teodoro Obiang Nguema Basogo ont eu un entretien fructueux qui dure une quarantaine de minutes. À leur sortie, c'est la communauté guinéenne de Malabo qui se réjouit. Le calme revient progressivement dans la ville de Zérékoré après l'appel à la retenue du patriarche de la ville et du chef de l'État. Le ministre de la Communication est sur place. Les derniers développements de cette crise dans cet entretien téléphonique de Toba Césaire Pokomou, joint par Amara Kamara. En plus des autres activités dont j'ai annoncé hier le démarrage, les stations d'essence sont également ouvertes, la situation est fluide. Nonobstant ces avancées, la délégation mixte, c'est-à-dire gouvernementale avec les forces de l'ordre tous, nous sommes hier matinalement à Kirima où nous avons rencontré la population. Et là, nous sommes allés à Koulé. À Koulé, un pacte a été signé publiquement entre les Kouniens. Lula, c'est le village qui a donné naissance de façon spirituelle aux 7 villages environnants. Nous sommes allés à Sougoulé, là nous sommes allés à Goué, à Gouéké, à Béla, puis nous avons terminé à Saint-Con. À Tours, nous avons fait des sensibilisations, nous n'avons pas dormi de l'œil toute la nuit, contrairement aux allégations. Je crois que ce soit de façon privée ou de façon publique, les gens sont en train de déplorer ce qui s'est passé, c'est un incident, et chaque jour davantage, c'est la promesse qui nous est faite pour que les populations vivent désormais dans la cordialité, dans la comme par le passé. Monsieur le ministre, à Conakry, la presse continue de lever le ton suite à votre décision de l'arrêt des émissions de la radio Liberté FM. Bientôt, je vais être à Conakry pour donner les éclaircissements. J'ai dit et je le répète qu'à circonstances particulières, mesures particulières. Lorsque ce que la radio Liberté FM dit au niveau de la population en termes de propos qui contribuent nos populations m'ont été créées. J'ai eu quelques appréhensions et la confirmation a été donnée parce que hier, j'ai suivi le directeur qui est là, qui est rentré dans le camp et qui a failli avoir
responsables, il n'a pas eu de mots aimables vis-à-vis de ses responsables. Là, je le témoigne, vraiment de vive voix. Il a manqué de courtoisie aux responsables militaires. Nous ne savons pas de quel droit il peut s'arroger. Dit que Arilan confidentiel sont en train de s'y prendre. CAD doit assumer son rôle régalien, c'est-à-dire protéger ces sites d'information. La liberté d'expression que nous avons souhaité de tous nos voeux ne signifie pas la pétrolière, ne signifie pas que lorsque il y a péril à la demeure et que nous cherchons à raccommoder le tissu social, n'importe qui peut se lever un matin pour dire n'importe quoi. Toutes les autorités communales, préfectorales, au niveau du gouvernement, de la préfecture, tout le monde est unanime que cette radio n'est pas en train de jouer le rôle qui devait être le sien dans l'apaisement du climat social à Zéré-Gorée. Donc nous ne sommes pas des irresponsables, nous devons prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette cacophonie. Ce qui concentre l'attention à l'intérieur du pays, vous le savez, ce sont les affrontements interethniques à Zéré-Gorée et à Beila, c'est en région forestière au sud du pays. Des violences qui font entendre des voix pour calmer les esprits. Le Conseil économique et social condamne ces actes. Écoutons plutôt son président, Michel Kamano, est au micro de Cheikh Sanoussi Sanko. Attristé que préoccupé par les horreurs que notre pays vient de vivre dans sa partie sud, le Conseil économique et social présente ses condoléances émues aux familles des victimes. Le Conseil économique et social remercie Monsieur le Président de la République et le gouvernement pour les dispositions déjà prises en vue d'arrêter les massacres et les destructions massives de biens meubles et immeubles qui n'ont épargné ni mosquée, ni église, invite Monsieur le Président de la République et le gouvernement à poursuivre leurs efforts, non seulement pour la prise en charge des funérailles, des soins médicaux des blessés, d'une assistance aux sinistrés et de la nourriture en faveur des populations en otage dans leur domicile, mais aussi et surtout pour faire toute la lumière sur cette grave dérive humaine pour que les auteurs soient sanctionnés de façon exemplaire. Il lance aussi un appel pressant pour arrêter les hostilités entre nos communautés. Au même moment, les femmes oulémas de Guinée échangent avec le grand imam de la mosquée Faisal sur une série de conférences qu'elles viennent de lancer. L'organisation souhaite une implication des femmes dans la consolidation de la paix. Les explications avec Thierry Ousmane Diallo. C'est la fin de la campagne de sensibilisation des femmes oulémas de Guinée en faveur de la paix. 4 jours durant, elles ont parcouru mosquées et garnisons militaires pour parler du rôle de la femme musulmane dans le maintien de l'unité nationale. Une manière pour elles de contribuer à l'émancipation de la jeune féminine. L'Union des oulémas de Guinée pour la culture et la science s'est rendu compte que l'importance de ces formations s'inscrit dans la logique dialectique qui affirme que l'éducation d'une femme réjaillit sur la vie de toute sa famille, voire de toute sa communauté. Dans son exposé, le grand imam de la mosquée Faisal a dit tout l'enjeu qu'implique le combat des femmes dans la préservation de la paix. C'est la femme qui est le pilier qui peut renforcer une paix durable. Les femmes doivent jouer leur rôle islamique, rôle de foi à Allah. Dès que l'enfant a su une bonne éducation avec sa maman, quand il est dans la rue, il est toujours un enfant bien éduqué. Les séries de conférences achevées, les femmes oulémas comptent ouvrir dans les communes de Conakry des centres de formation en sciences coraniques pour les jeunes filles. Le premier centre pourrait voir le jour dès la semaine prochaine avec l'appui du grand imam qui s'engage à dispenser des cours pour former une élite féminine imbue des vertus islamiques de paix et de développement. Et puis en image tout de suite, rencontre du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée avec la commission de réception des candidatures de la CENI. Au menu des échanges, le respect du quota d'au moins 30% et le meilleur alignement des femmes sur les listes de candidatures. Alors qu'à ce jour, seulement 2 partis politiques sont passés devant cette commission. Alceni Pascaldi.
Après le président de la CENI, c'est au tour de la commission de réception et d'examen des dossiers de candidature de recevoir le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, mouvances et oppositions de Guinée. Ces filles et femmes sont venues faire part de leur volonté et engagement au président de cette commission quant au respect du quota de moins 30% et le bon positionnement des femmes sur la liste des candidatures des partis en lice pour les futures législatives. Qui a pris tout son temps pour nous écouter, pour partager nos peines et qui nous a déjà rassuré que à la sortie de cette cour-là, de dormir tranquillement sur nos lauriers, que depuis le départ, il a toujours veillé sur le respect du quota d'au moins des 30% sur les listes de candidature et le bon positionnement. Et ceux qui ne respecteraient pas ça, il les ramène toujours à l'ordre pour que vraiment ils puissent prendre les dispositions au revoir pour que vraiment la loi soit respectée. Satisfait de cette démarche, le président de la commission a rassuré ces femmes quant à la détermination de sa structure à la prise en compte de leurs points de revendication. Nous avons rassuré pour leur dire que nous sommes déjà là pour le respect de la loi et que c'est la loi qui a prévu que chaque parti politique qui présente une liste, cette liste comporte au moins 30% des femmes par tous les partis. Je profite de votre micro pour lancer l'appel à tous les partis politiques qui vont venir vers nous pour déposer leur liste de candidatures, de regarder très bien l'article 129 du Code électoral, qui est notre Bible, et de s'y conformer. Le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, les états-majors des partis politiques et la Cour suprême pour faire part de sa préoccupation du respect de la Constitution. Un mot d'éducation, vous l'annoncez dans nos précédentes éditions. Le document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique était en cours de validation et c'est fait et officiel. Après 2 jours d'échange, il va servir de feuille de route pour les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'objectif des initiateurs est de qualifier la formation et d'améliorer la gouvernance universitaire. Francis Collier. Pour la validation du document de politique et de stratégie de développement de l'enseignement supérieur, 8 groupes thématiques ont été constitués. Des regards critiques avec des amendements apportés aux 8 thèmes regroupés à travers la gouvernance, la formation et l'allocation financière aux institutions d'enseignement et de recherche ont permis la validation du document final. La Guinée a un taux d'accès à l'enseignement supérieur qui est de près de 98%. Sauf que cet accès n'est pas un accès de qualité. Pour améliorer cette qualité, il faut des infrastructures nouvelles, il faut des laboratoires, il faut de nouvelles salles de classe pour pouvoir améliorer l'accès. Ce document va servir de feuille de route aux institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'horizon 2020. L'État et les partenaires du secteur de l'enseignement y veillent. Sans cette analyse, évidemment, il n'est pas possible d'accompagner cette volonté politique de réforme, cet effort de rénovation qui est aujourd'hui entrepris. La mise en pratique du contenu de ce document de politique et de stratégie permettra à l'enseignement supérieur d'améliorer la formation en vue de la rendre compétitive sur le plan international. Un tour en Guinée-Bissau, le nouvel ambassadeur de Guinée dans ce pays a présenté ses lettres de créance au président intérimaire. Les 2 personnalités ont aussi parlé de coopération, comme le montre ce compte rendu signé Aboubacar Sissé. Conakry et Bissau, l'heure est au renforcement de la coopération bilatérale entre ces 2 États dont les noms ressemblent à une certaine homophonie. Au-delà en tout cas des différences linguistiques, la République de Guinée et la Guinée-Bissau entretiennent en effet d'excellentes relations de voisinage que les dirigeants des 2 nations veulent désormais intensifier. C'est du moins ce qui ressort de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur de notre pays, son Excellence Abrahaman Kaba, au président de la transition de Guinée-Bissau, Manuel Serifo Namajo.
Ce simple cérémonial de la pure tradition diplomatique africaine a permis à l'ambassadeur Abdrahman Kaba d'exprimer au président intérimaire Manuel Sirifo Namajo les sincères salutations du chef de l'État Alpha Condé et la détermination de celui-ci en faveur de la paix à Bissau, où il est médiateur de la CEDEAO dans la crise politico-militaire qui agite cette ancienne colonie portugaise. On pleurait pour combler l'espoir placé en moi et par les deux chefs d'État et par mes compatriotes. Je verrai dans ce sens où le lien séculaire qui unit les deux pays se raffermit davantage et du progrès. À la faveur donc de cette cérémonie de présentation de ces lettres de créance, le nouvel ambassadeur de Guinée et les autorités de Bissau ont passé en revue plusieurs questions de coopération bilatérale et envisagé l'approfondissement de l'axe Conakry-Bissau au bénéfice de nos populations respectives. Je vous l'annonçais en titre, c'est une bonne nouvelle pour le ministère de l'enseignement technique. Le département vient d'obtenir une assistance de l'AFD, Agence française de développement. 3 milliards de francs guinéens seront investis dans la rénovation et l'extension du centre de formation professionnelle et l'école normale des professeurs de l'enseignement technique. Un soutien fort à un moment où le gouvernement encourage les jeunes à aller vers l'enseignement technique et professionnel. Moussa Komara, Mamadou Alpha-Baldé. Le centre de formation professionnelle de Matoto et l'école normale des professeurs d'enseignement technique sont désormais rénovés et équipés. Un groupe électrogène de 200 kVA, des livres et des ordinateurs y sont installés. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle pour encore plusieurs années et nous souhaitons à ce titre-là pouvoir compléter les travaux que vous avez pu voir dans un premier temps à Matoto. La formation professionnelle, donc sans les équipements, en fait, sans les bons professeurs, on ne peut pas relever le défi. Il faut absolument qu'on ait des équipements, qu'on ait de la matière d'œuvre pour faire des travaux pratiques parce que les jeunes diplômés guinéens seront jugés par les entreprises minières et s'attendent à avoir un soudeur du standard international. Si cet appui institutionnel est salué par les autorités, force est de reconnaître que le sous-équipement de certains CFP et la dégradation des appareils de cours pratiques restent des réalités tangibles alors que plusieurs projets pointent à l'horizon. Nous avons aujourd'hui des grands défis à relever en ce qui concerne la rénovation du système de l'enseignement technique en Guinée, surtout en tenant compte de l'arrivée très prochaine des méga-projets qui doivent assurer l'emploi pour plus de 100 000 jeunes dans ce pays et régler déjà beaucoup de problèmes sociaux avant qu'ils ne se transforment en désastre. Pour booster ce secteur, l'Agence française de développement compte débloquer 20 millions d'euros dans les prochaines années, ce pour accompagner les nouvelles autorités qui nourrissent l'ambition de faire de ce secteur un maillon essentiel de développement. Actualité à l'intérieur du pays, des nouvelles de la plateforme de pommes de terre de Pita et de l'Abbé. Une mission de la Direction nationale des pistes rurales évalue le niveau d'exécution des chantiers de magasins relais, des ponts et autres pistes rurales. Les travaux évoluent et c'est l'Association internationale de développement qui a mis la main à la pâte pour un financement à hauteur de 30 millions de dollars américains. Makale Souma. Dû aux mauvaises conditions de stockage. Mais depuis la création, il y a de cela 2 ans, de la plateforme de stockage et de commercialisation de la pomme de terre de Timbi Madina et l'obtention de ce chariot élévateur, la donne a changé et positivement. Depuis la mise en place de cette plateforme, on apprend de producteurs qu'il y a eu énormément de diminution de ces pertes post-récolte. Et puis la mise en place de cette plateforme aussi a un autre impact, l'augmentation de la production. La Direction nationale des pistes rurales sur financement de l'IDA a aussi pensé à faire réaliser des magasins relais de stockage à Tiapata dans Pita, à Foudoué et Tialare dans l'Abbé. Ceci pour diminuer les pertes post-récolte dans les zones de production. Ils n'ont pas souvent où stocker leurs pommes de terre et qui a tendance à pourrir avec eux. Donc l'État, je crois, en accord avec les bailleurs de fonds, ont décidé de les offrir le magasin. Au niveau du type 2, il y a
il y a une particularité par rapport aux autres types, c'est que c'est très élevé et c'est à peu près prévu pour les semences des pommes de terre. D'autres infrastructures telles que le pont de Dionfo et celui de Sanou dans la préfecture de l'Abbé ont aussi été réalisés par la DNPR. Des ponts et pistes rurales qui désenclavent et permettent désormais une meilleure circulation des personnes et de leurs biens. Et puis, vous le savez, c'est le Ramadan, l'opportunité pour le musulman de faire par exemple l'aumône selon ses moyens. C'est ce que fait la première dame de la République. Sa fondation poursuit son assistance aux plus démunis. Elle s'est rendue cette fois à Bonfim après Koléa. Et comme dans ce autre quartier de la banlieue de Conakry, plusieurs citoyens ont reçu des sacs de riz et des bidons d'huile. Le geste force le respect et l'admiration. Images et témoignages dans ce compte rendu signé Ali Badra Kondé. Après les étapes de Mafanko, Landria, Kamayen et Boulbinet, la première dame de la République, Adjedjene Kondé, poursuit ses actions de charité dans d'autres quartiers de la capitale. Ici, à Bonfim-Port, par exemple, plusieurs ménages ont bénéficié de sacs de riz ainsi que des bidons d'huile végétale. Je suis très contente de recevoir ces denrées et je remercie la première dame de la République, Adjedjene Kondé. Je remercie la première dame de la République ainsi que son mari, professeur Alpha Condé. Que Dieu protège la Guinée. Un geste qui soulage les populations, surtout en ce mois saint de Ramadan. C'est l'épouse du professeur Alpha Condé qui nous fait ce don. Nous prions Dieu pour la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Dans les jours à venir, cette campagne de distribution des denrées alimentaires s'étendra dans d'autres quartiers périphériques, à savoir Nongo, Yimbaya et Kagbele. Et puis à Dubreka, l'ONG Aide de Partage Guinée apporte son assistance aux lépreux de la ville. Ils ont reçu un don de vivres en ce mois saint de Ramadan. Le point avec Sekou Fernand Kourouma et Sekou Sibi. Le monde de cette chambre illustre le niveau de vie de ses occupants. Cet homme est lépreux. Le Bassement est stigmatisé. Il vit dans ce centre de léprologie de Dubreka en compagnie de ses collègues. Là, les médecins et des ONG humanitaires tentent de combler leur précarité morale, physique et matérielle. L'ONG Aide et Partage Guinée apporte des vivres à ces lépreux. L'espoir est ravivé. Il n'y a pas de famille ici. Ma femme qui débrouille. Ça. Mes parents sont très bien ici, à 50 km de Dubreka. Je suis très contente de recevoir ces cadeaux et je remercie les donateurs. Que Dieu les bénisse. Maladie infectieuse plus ou moins contagieuse, la lèpre rend de nombreux malades invalides. À cet effet, ils deviennent une charge pour leur famille. Comme la lèpre est une maladie qui rend infirme, donc c'est des malades qui sont infirmes, qui ne peuvent plus retourner chez eux. Donc ils sont dans le centre ici, au nom de la solidarité, nous les gardons ici. Les donateurs entendent étendre leurs actions au reste du pays pour le bonheur des personnes démunies. Quand tu as l'occasion de faire quelque chose de bien, un petit geste pour quelqu'un, donc je me suis dit aussitôt, donc ils doivent être prioritaires. La léprologie de Dubreka assure le dépistage, le suivi des malades et le traitement d'autres maladies tropicales. C'est un ras-le-bol qu'ils manifestent, les jeunes et femmes de Yembeya et de Kiroti. Vous allez le voir dans la commune de Ratouma, où l'accès à l'eau potable reste un exercice difficile pour les ménages. Ce matin, ils ont voulu se faire entendre dans la rue. Notre reporter Dina Bouina Barry est allé à leur rencontre pour entendre et comprendre leurs revendications. Les images sont commentées par Diana Yansani. Les problèmes d'eau continuent de faire couler encre et salive dans la capitale guinéenne. Aujourd'hui, c'était au tour des quartiers Yembeya et Kiroti de manifester contre le manque d'eau. Informé, le maire par intérim de la commune de Ratouma s'est rendu sur les lieux où il s'est entretenu avec la foule. Le problème qui est posé est une réalité. Mais je vous informe qu'en dehors de l'eau et du courant, quand on brûle le goudron, c'est encore une perte. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vous invite, peuple de Yembeya, peuple de Kiroti, de cesser de brûler dans les rues. Les autorités en charge des eaux promettent de prendre des mesures pour atténuer les souffrances des populations. Ce qui se passe aujourd'hui à Kiroti et à Yembeya,
n'est pas quelque chose qui nous échappe. Nous savons qu'ils ont plein de problèmes d'eau qui se posent là-bas. Mais la solution immédiate que nous pouvons donner à ces quartiers-là, c'est d'installer les bonnes fontaines qui vont être ravitaillées par les citernes aujourd'hui qui sont à la sec. Aujourd'hui, la situation continue d'inquiéter les habitants. Et non loin de Yembeya et de Kiroti, à Nongo, le calme revient dans la cité. C'est en banlieue de Conakry où les jeunes manifestaient ces dernières 48 heures. Ils dénoncent les délestages électriques dans les foyers. Et le gouverneur de la ville s'est rendu sur place pour calmer les esprits. Son message est-il bien passé? Élément de réponse avec Ousmane Bangora. Suite aux troubles qui ont secoué Nongo après une coupure d'électricité de quelques jours, ce meeting est initié par la jeunesse. Le porte-parole des jeunes du quartier promet. Cet acte qui a surpris l'an, nous le condamnons fermement et nous regrettons profondément, car notre quartier a toujours été un îlot de paix et de quiétude, même lors des troubles sociopolitiques que notre pays a connus. Commandant Sekouresko Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, a appelé les jeunes à cultiver l'esprit de paix. Ma mission principale, c'est de venir vraiment lancer un appel à tous les citoyens, à toute la population de Nongo, sans aucune distinction, donc de se unir dans la concorde, la tolérance, la paix. Et tout ce qui se passe comme le courant, moi je pense que les jeunes ont compris et le message a été bien transmis. Et tout ce que nous demandons, c'est au niveau de EDG, surtout de mettre la coordination en place au niveau du quartier. C'est dans un esprit de parfaite harmonie que le gouverneur a quitté Nongo dans l'espoir que le message véhiculé est bien perçu. Un tournoi de football intersecteur est prévu très prochainement dans cette localité. J'ajoute que la desserte en courant électrique se dégrade à Conakry, aux grandes dames des citoyens. Autre grand titre de ce journal, des eaux usées dans les rues, c'est courant dans la capitale, surtout en saison de grande pluie, comme c'est le cas maintenant. Et c'est l'image que la société Poubelle de Conakry tente de changer avec une opération de protection des trous, d'évacuation des eaux usées de la capitale, Alia Kamara. Kaloum constitue ce qu'on appelle la zone pilote. C'est dans ce quartier de Koronti, à quelques mètres du siège du gouvernorat de Conakry, que le premier trou noir a été écuré et préparé à recevoir le couvercle. Sur la centaine de commandes lancées par Poubelle de Conakry à une société belge, seuls 10 couvercles ont été réceptionnés à ce jour. Ils vont être utilisés dans les points les plus critiques, là où des cas d'accident sont plus fréquents. Des pneus ont été mis ici pour prévenir les chauffeurs qu'il y a un trou. Nous avons fait ceci à cause des nombreux cas d'accidents. C'est une bonne chose pour nous, surtout les Guinéens, surtout les chauffeurs qui conduisent sur la route. Parce que si la route n'est pas bonne, c'est pas bon pour nous. C'est en 2005 que ce projet initié par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale est entré en phase opérationnelle. Mais les travaux étaient en stand-by faute d'exécutants. En décrochant l'appel d'offres, la société Poubelle de Conakry est face au défi de réaliser un ouvrage plus sûr, mais surtout de mettre ces nouvelles installations à l'abri des vendeurs de ferraille. Nous sommes là pour remplacer un couvercle qui a été volé. Et ces cas sont fréquents aujourd'hui à Kaloum. Il y a aussi des cas où les couvercles sont endommagés, donc nous sommes en train de procéder à leur remplacement aussi. Notre rôle consiste à entretenir le réseau collectif d'évacuation des eaux usées de Conakry. Chaque couvercle coûte 600 € au prix d'achat, c'est-à-dire sans compter les frais d'importation. Le reste de la commande est attendu à Conakry dans les prochains jours pour finaliser les travaux. On termine avec cette remise d'une station de lagunage au responsable Tolo. C'est au carrefour de Mamou. La bonne nouvelle est que cette station va permettre de vidanger les latrines de fosses septiques des communes urbaines de Mamou et d'Alaba. C'est une première dans la zone. Et notre correspondant permanent à Mamou, Mamadou Patibalde, nous en dit plus. À 25 km de Mamou, la sous-préfecture de Tolo, localité qui accueille le conseil général du département du Nord-France et la COPED. Ils viennent implanter la première station de lagunage de l'intérieur du pays. Cette station qui est inaugurée aujourd'hui a pour mission de traiter les bouts de vidange issus des latrines familiales et des fosses septiques.
des différents services techniques de la préfecture de Mamou. La capacité de production de la station est l'équivalent de 2 citernes par jour. Elle couvre les préfectures de Mamou et d'Alaba. Dans ces régions, 69% des ménages utilisent encore des latrines traditionnelles non vidangées. Cette situation les expose à de nombreuses maladies épidémiologiques. Nous devons aussi demander à nos citoyens qui sont à Mamou ici, à l'intérieur du pays, comme aux ressortissants qui sont à l'extérieur du pays, d'aider Mamou pour avoir des camions vidangeurs pour faire fonctionner cette entreprise géniale et utile pour la population de Mamou. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est envisagé la relance de plusieurs activités au sein de la station. Avec cet ouvrage, nous pouvons faire 2 hectares de pépinière d'arabica pour commencer à ravitailler non seulement les planteurs de café à Mamou, mais aussi d'Alaba et Pita. Nous pensons qu'après les engagements donnés de part et d'autre, que cet ouvrage pourra servir pour de longues années et sur le plan sanitaire, sur le plan didactique et sur le plan du développement agricole, nous pourrons récolter dans le futur le produit même de cet ouvrage. La station de lagunage de Tolo est donc un projet de développement durable qui intègre la santé, l'éducation et l'agriculture. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Zérékoré, à Nongo, à Guékédou et à Paris. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Restez fidèles à la télévision nationale.